Alors, Michel Cotta, est-ce qu'on présente encore Michel Cotta? Oui, mais depuis longtemps. Oui, mais qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui de Michel Cotta? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous aujourd'hui? Heu, que j'ai passionnément aimé mon métier, Que vous l'aimez toujours? que je l'aime toujours, que je me suis beaucoup amusée, beaucoup intéressée aux choses et que, finalement, j'ai beaucoup travaillé, mais que ça valait la peine, voilà. Et que nous avons créé ensemble, avec Catherine Ney et Gérard Carrérou, Les Grandes Voix, Voilà, qui a duré beaucoup de temps, 12 beau- ans, 12 ans, 12 12 ans. ans, Mmh. beaucoup plus que la plupart des émissions de télé, sauf de variété, bien sûr. Mmh. Et que vous êtes une sorte de stakhanoviste de la Cinquième République, parce que il y a très peu d'entre nous, de journalistes, qui connaissent la cinquième, qu'il a vécu aussi intensément que vous et Catherine Ney, et peut-être d'autres, Et bien Alain sûr. Duhamel, oui. Mais je ne parle que de ceux Mmh, avec lesquels j'ai travaillé, que je connais mmh. très bien. Donc, vous sortez un dernier livre, le dernier livre, parce qu'il y en aura d'autres, vraisemblablement, Les Derniers Grands. Et dans ces derniers grands, sur la photo, on voit François Mitterrand et Jacques Chirac. Et d'autres leur ont succédé, mais ne sont pas dans les derniers grands. Alors pourquoi les derniers grands cantonnés à François Mitterrand et à Jacques Chirac? Alors d'abord, il faut que je vous dise que j'avais écrit précédemment un livre sur, la Cinquième République, mais de Gaulle à Giscard d'Estaing. Heu et là, c'est donc, la période, cette période au fond de la Cinquième République où à la fois, ça explique pourquoi je dis, hein, les derniers grands. On avait une Cinquième République qui montrait, qu'elle fonctionnait, y compris avec une cohabitation et les Français ont beaucoup aimé, la cohabitation. On avait, au début du moins, le président de la République faisait un septennat, ce qui le différenciait, ce qui faisait de lui un être au-dessus de tous les partis qui étaient eux, tous les députés qui étaient eux réélus et élus pour 5 ans. Ça faisait quand même, je crois que c'est une grave erreur, d'avoir fait le quinquennat, d'avoir instauré le quinquennat, parce que ça met au fond le président de la République au même, niveau que les autres, quoi, d'une certaine façon. Donc ça c'est le deuxième point. 1, la cohabitation marchait. 2, il y avait le septennat. 3, ces 2 hommes, qu'on le veuille ou non, ont déclenché une ferveur. Jacques Chirac a eu ses partisans, heu et il a toujours été élu avec une petite marge, mais il a toujours eu des partisans qui se il fallait voir ses tournées en France, bon. Et puis, On François l'a vu Mitterrand d'ailleurs à aussi. ses obsèques. On l'a vu à ses obsèques. Et c'est à cet obsèque qu'on s'est aperçu que la France entière, y compris des gens qui n'avaient pas forcément voté pour lui, étaient derrière lui et avec cette espèce de ferveur populaire incroyable. Et Mitterrand, c'est la même chose. Dieu sait qu'il a été détesté, mais Dieu sait aussi qu'il était aimé. Là, il fallait suivre ses tours de France. Bon, Il a été réélu d'ailleurs pour 7 ans. Il a fait il a un fait, premier septennat, il a c'est fait un lui qui a fait, second c'est le septennat. seul dans la Et Cinquième ça n'est plus République le à avoir cas. fait 14 ans, ce qui est quand même énorme. Et alors enfin, je ne veux pas dévaluer les autres, hein, parce que je vais aussi écrire un troisième tome sur eux. Alors, il faut quand même que je fasse attention. Mais je veux Vous dire, voulez dire qui? Nicolas François Hollande, Sarkozy? Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu malgré ses qualités et ses défauts. Il n'a pas été réélu. François Hollande non plus. Et évidemment, le dernier président, Emmanuel Macron, l'a été, un peu par défaut, mais ça on peut en parler, mais en plus son deuxième quinquennat est pour le moment Très secoué, très très mouvementé. secoué et on espère pour lui que ce ne sera pas un grand échec, mais on le craint. Donc quand je dis les 2 derniers grands, je veux dire, c'est les derniers dans lesquels la vie politique était existait encore et surtout où la parole politique existait. Quand un président disait quelque chose, on le croyait. Là aujourd'hui, regardez quand euh, le président actuel dit je suis contre le Mercosur, ça n'empêche pas les paysans de se mobiliser contre lui parce qu'ils croient pas à ce qu'il dit.
c'était encore une période, c'est ça que je veux dire, c'est encore une période Où on accordait du où on crédit accordait du à la crédit, parole du chef de voilà, l'État. et d'une certaine façon, aux politiques en général, mais au chef de l'État sûrement. Et ça a disparu. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, j'en reviens au début, c'est que être passé de 7 ans à 5 ans, du septennat au quinquennat, est aujourd'hui, on peut le dire, une erreur. Je pense qu'il y a eu 2 erreurs, graves. Il y a ça et le non-cumul, possible de cer entre les mandats de maire et les mandats de député. Parce qu'au fond, on a abouti à quoi? Ce sont les maires qui ont tous les pouvoirs, alors ils râlent tout le temps, mais il y a de quoi, parce que c'est eux qui affrontent, directement tous les séismes, tous les problèmes et cetera, tandis que les députés restent hors sol. D'autant que, ajoutons aussi à ça, à l'ambiance actuelle, que les grands partis des partis de gouvernement ont disparu. Il ne reste plus que des extrêmes, à gauche et à droite, qui ne sont pas des partis de gouvernement. Alors, évidemment, tout ça affaiblit terriblement le régime. Alors, c'est assez intéressant sur le non-cumul des mandats. Parce que on a le sentiment quand on rencontre des maires, moi j'en ai dans ma famille, vous en avez eu et vous connaissez bien les maires aussi. Mais surtout, ce qui est intéressant à travers votre expérience, Michel, c'est que vous avez connu quasiment tous les mandats possibles et imaginables des hommes politiques. Des députés, évidemment, des ministres, des présidents, mais aussi des sénateurs, Hein, appartenant à d'autres chambres que l'Assemblée nationale, hein, et que on a l'intime conviction, c'est la mienne en tout cas, je vous la livre, mhm. et en même temps en vous posant la question, je ne connais pas la vôtre, mais que souvent, soit des ministres, soit des chefs d'État, y compris celui-là, mais ses prédécesseurs aussi, ne connaissent pas la vie et n'ont pas le contact avec le citoyen lambda. Or, le maire, là, et d'avoir privé le maire d'accéder à l'Assemblée Oui, mais tout nationale et au Sénat, c'est une erreur, je pense. vous voyez, j'étais l'autre jour au congrès des maires parce que ça m'intéressait puis que je signais mon livre. On s'aperçoit que finalement, c'est eux maintenant que les gens vont voir. C'est pas leurs députés. Moi, j'ai connu une époque où les permanences des députés étaient pleines de gens. Alors, outre que le corps central, enfin le macronisme n'a pas réussi à faire un parti, ce qui est quand même un comble. Bon, on s'aperçoit que finalement, les maires sont en première ligne partout. Partout. Et il y a une inondation et c'est pour eux. Et il y a avant, on s'adressait aux députés pour dire il faudrait que mon petit monte à Paris. Est-ce que vous pouvez lui trouver quelque chose? Maintenant, tout ça passe par les maires. Les maires sont tout à fait débordés. Et en revanche, les députés n'ont plus le contact avec la population et enfin, euh, tous les candidats, tous les grands candidats qu'on a connus faisaient sans arrêt les Tours de France. Il y a eu je sais pas combien de Tours de France de Jacques Chirac quand il s'embêtait un peu. Il partait quand il s'embêtait un peu à l'hôtel de ville, il partait faire le tour de France. Mitterrand n'a jamais cessé un seul mois de visiter une ville, d'aller voir des gens, de toute sa vie. Bon, et puis l'un a été 30 ans dans la vie politique, c'est Mitterrand, mais l'autre a quand même été 20 ans dans la vie politique, et c'est Chirac. Et ça veut dire qu'il connaissait vraiment la France par cœur. Je connais nettement moins bien que vous, François Mitterrand, mais les 3 fois où je l'ai rencontré, il m'a parlé de la France, notamment par rapport à l'armée. Il connaissait mes tropismes, bien sûr. Et il m'avait raconté ce que sa mère lui racontait après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et je m'étais rendu compte qu'il avait une connaissance extraordinaire de la France, de toutes les régions. Je ne m'étais pas rendu compte de cela. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces occasions-là de parler aussi profondément de la France et de la vie quotidienne des Français. Je ne vois pas avec qui peu connaissent la France, comme, Comme il comme devait. un François Mitterrand, comme un Jacques Chirac. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, il suffit pas non plus de faire le tour de France et de parler aux gens. Il faut aussi les écouter. Bon, et ça, moi j'ai vu
Jacques Chirac, écouter pendant des heures quelqu'un, je suis pas sûr qu'il s'intéressait à tout ce que disait la personne, mais en tout cas, il en avait l'air, en tout cas. Et j'ai vu François Mitterrand dans le Nivernais, dîner le soir avec des paysans, personne ne le savait, il était avec des paysans, il se marrait bien avec des paysans. Donc, il y avait quand même, et puis il y avait autour d'eux des gens qui n'étaient pas des communicants. Je pense qu'on pourrait parler du statut des communicants dans la vie politique aujourd'hui. Ils n'étaient pas des communicants, c'était comme Michel Charasse, c'était des gens qui vraiment, eux aussi, faisaient partie de la France, écoutaient les gens et répercutaient sans phare au président ce que le président souhaitait parfois ne pas entendre. Et ça, on a l'impression que ça a disparu. Et tout ça est masqué, si vous voulez, par un réseau de communicants qui dicte à chaque homme politique les termes de langage, comme on dit, Oui, les termes, les éléments de langage, ça les s'appelle. éléments de langage. Alors ça, les éléments de langage, c'est la mort du journalisme, parce que on voit que tous les gens répètent les mots que leur disent les communicants. Mais voilà. C'est des coupes-circuits, en réalité, Pardon entre les éléments de langage, là, les producteurs d'éléments de langage, les communicants. C'est des coupes-circuits, c'est-à-dire qu'ils coupent le circuit qui existe entre le peuple finalement et celui qui dirige, celui qui a le pouvoir. Et entre les journalistes et le personnage, parce que je m'aperçois de la grande différence. Aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais plus écrire les livres que j'écrivais, parce que si vous voulez voir quelqu'un à l'Assemblée nationale, il y a une haie de communicants qui vous séparent. Non, mais il est pressé. Mais je vous réponds. Bon, il y a plus les journalistes n'ont pas forcément le contact permanent avec les politiques à l'Assemblée nationale comme nous l'avions. Et c'est vrai que c'est un certain journalisme de notre temps qui est en train de disparaître. On peut faire autrement. Je ne critique pas les autres, mais ils n'ont pas les mêmes facilités que nous à approcher et les présidents de la République et les premiers ministres et les chefs de parti. Alors j'en reviens à la question où j'aimerais bien vous écouter sur l'erreur du passage du septennat au quinquennat. Le quinquennat est une erreur. Oui, mais je pense, je le répète, que c'est une erreur d'avoir fait au fond du président de la République un élu comme les autres. C'est vrai que c'était une marque, c'était une onction supplémentaire en quelque sorte, d'avoir 7 ans, alors que les autres hommes politiques étaient obligés d'avoir 5 ans. C'est une façon pour lui de pouvoir avoir de la distance, de pouvoir mener les choses en préparant une autre majorité. Il avait le temps. Et franchement, je trouve que réduire les 2 mandats, c'est forcément réduire encore une fois la présence présidentielle au niveau de tout le monde. Et je crois que c'était une erreur. Voilà, je crois effectivement, on critiquait beaucoup le septennat en disant mais il n'y a pas de raison. Bon, c'était quand même des adversaires de la Ve République, grosso modo, qui critiquaient ça. Et je crois que leur avoir cédé, et ça, une première fois, donc Georges Pompidou y avait pensé, mais c'était parce qu'ils étaient malades et qu'ils pensaient qu'il ne ferait que 5 ans. Et puis Chirac était très hostile lorsqu'il était président de la République au début. Il avait dit non au quinquennat. Et après, puis, devant la conjonction, si vous voulez, entre Valéry Giscard d'Estaing et Lionel Jospin, qui n'était plus président de la République à l'époque, qui n'était plus président de la République pour Giscard et qui ne l'est pas devenu pour Jospin, on fait une pression. Et Chirac a cédé en disant d'accord, mais alors un quinquennat sec, c'est son mot, ça veut dire un quinquennat, mais je change rien à la Constitution. Et bien en réalité, l'usage des choses a changé peut-être la Constitution. Le quinquennat a changé l'usage de la Constitution. Alors double erreur, le passage du septennat au quinquennat et le non-cumul des mandats. Voilà. Mais on dit qu'il sera rétabli, qu'il serait rétabli. Il va l'être progressivement, parce que tout le monde s'aperçoit maintenant qu'en dehors des maires des grandes villes, évidemment, qu'il y a autre chose à faire. Je veux dire, quand on est maire de Paris, quand on est maire de Lyon ou de Marseille, on peut ne pas être député. Même on n'a pas le temps d'avoir une présence effective à l'Assemblée nationale. Mais qu'on empêche des maires de villes de 15 000 habitants d'être
à l'Assemblée nationale, je trouve ça vraiment excessif, parce que qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui fait remonter l'opinion des gens? C'est plus les maires qu'autre chose. Et encore une fois, les députés qui n'ont pas de mandats locaux sont évidemment moins proches des gens que s'ils avaient un mandat local bien centré, bien fixé sur une commune, un rassemblement de communes, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai, parce que le maire rencontre tous les jours, de toute façon, les citoyens, c'est-à-dire ses électeurs. Il s'en plaint assez d'ailleurs. Oui. Michel, il y a aussi une caractéristique dans votre livre qui est intéressant, en dehors évidemment, des deux personnages que vous mettez en avant sur la couverture, c'est les duos au fur et à mesure que ceux qui gagnent rencontrent de toute façon, et souvent ça devient une bataille. Ça devient un duel. Et donc, François Mitterrand en a eu un certain nombre, près de 4 à peu près, si j'ai bien compté, et ses successeurs aussi. Alors, parlons de François Mitterrand. Alors, Quel est son principal adversaire, finalement, parfois dans son propre camp d'ailleurs, durant ces 14 ans quand même? il a eu un adversaire, enfin d'une façon générale, et sa volonté était de réduire le rôle des communistes, ça il est arrivé, mais à l'intérieur de son camp, le socialisme, bon, le premier adversaire a été évidemment Michel Rocard. Michel Rocard qui a eu beaucoup de popularité et qui incarnait ce qu'on appelait un socialisme moderne, c'est-à-dire dont le marxisme n'était plus le dogme, qui était beaucoup plus beaucoup plus axé sur, par exemple, pas de nationalisation. Et pour lui, nationalisation, ça appartenait au vieux monde. Lui, il était partisan de prendre une participation dans une entreprise, mais pas de nationaliser et de faire un service public considérable. Et puis, il était plus proche des syndicats. Il pensait qu'il fallait agréger les syndicats et notamment la CFDT à la lutte. Et puis c'était une différence de tempérament, et c'était un militant de toujours qui pensait que il fallait convaincre. Voilà, il avait une autre notion au fond plus basique d'un socialisme qui était plutôt un mutualisme. Bon, il a pensé même à l'autogestion à un moment donné, puis il y a renoncé. Mais enfin, il y avait une vraie différence entre Rocard, qui ne voulait pas en aucun cas gouverner avec les communistes, en disant que c'était céder quand même à ce qui restait du marxisme, et puis Mitterrand, qui pensait qu'il fallait l'union des forces de la gauche, qui était euh, beaucoup moins idéaliste, beaucoup moins convaincu de son nouveau socialisme, de son socialisme, hein, et qui disait faut amener tous les gens qui sont à gauche, voilà, qu'ils soient socialistes ou pas. Donc ça a été vraiment un duel permanent qui s'est terminé d'ailleurs. François Mitterrand a fait à un moment donné de Michel Rocard son premier ministre. Et au fond, il disait à tout le monde, dans 6 mois, on verra au travers. Ce qu'il m'avait dit. Ouais, bon. Et en réalité, Michel Rocard a resté 3 ans et il a chuté, il a été limogé, si j'ose dire, alors qu'il était à 70% de popularité, ce qui n'est plus jamais arrivé à aucun autre premier ministre. Donc vous voyez, c'est bon. Alors ça, c'est le premier duel. Deuxième duel avec Chirac, évidemment. D'ailleurs, tous les gens qui ont vécu cette période, et commencent à être moins nombreux, ont vécu le face-à-face Mitterrand-Chirac, où ils se sont agressés terriblement, et on s'est aperçu vraiment que, a priori, ces deux-là n'avaient rien à voir. Et pourtant, ils avaient gouverné 2 ans ensemble, puisque la cohabitation avait obligé Mitterrand à faire de Chirac son premier ministre. Et puis, troisième cohabitation de Mitterrand, la cohabitation avec Balladur. Et au bout du compte, cette cohabitation-là, qui était la dernière pour Mitterrand, a fait que Chirac, François Mitterrand a tellement détesté Édouard Balladur qu'à la fin de sa vie, il préférait Chirac. Et à la fin de sa vie, au fond, il a été très plus proche de Chirac. Oui, il lui a donné un coup de pouce sur la détestation de François Mitterrand à l'égard de Balladur. Pourquoi autant de différences alors qu'il en est
a aimé celui qui l'a le plus agressé, c'est-à-dire Chirac. Et il lui donne un coup de pouce d'ailleurs pour l'élection présidentielle de Chirac. Je crois que vous avez raison, c'est une vraie question et puis, Chirac était un vrai combattant politique, donc il se battait avec lui. Balladur était beaucoup plus habile, beaucoup plus, mais enfin, il faisait ce qu'il voulait et finalement il se laissait pas du tout impressionner, par Mitterrand et Mitterrand l'a trouvé à un moment donné empiétant sur ses prérogatives et assez tôt puisqu'assez tôt, il a fait un article, Édouard Balladur a fait une tribune sur la politique extérieure de la France, qui a été titrée Ma politique extérieure par Le Figaro, d'une manière que ne voulait peut-être pas Balladur, j'en sais rien, mais en attendant, Ma politique étrangère, euh, asséné comme ça, cet article, cette tribune qui était assénée à Mitterrand, lequel, sous la cohabitation, je vous rappelle, avait comme domaine réservé, en principe, alors on dit domaine partagé, domaine réservé, mais La Mitterrand politique. considérait que c'était son domaine réservé, la politique étrangère et les armées. Eh bien ça, c'est apparu dès 6 mois après leur cohabitation comme un acte d'agression que Mitterrand ne pouvait pas supporter. Ceci étant, pour parler des faiblesses des grands, parce que les grands ont leurs faiblesses aussi, c'est vrai que Mitterrand ne pardonnait pas beaucoup quand on marchait sur ses plates-bandes ou quand on essayait de le pousser un peu dehors. C'est quelqu'un qui avait de la mémoire longtemps et ça, cette agression de Balladur lui a paru insupportable. Alors que pour Balladur, et qui on peut parler maintenant et qui le dit, d'abord, ça n'était pas ma politique étrangère. Et ensuite, c'était une façon de considérer que les deux domaines étaient partagés, ce qui est vrai dans la Constitution. C'était pas dans les usages, mais c'était vrai dans la Constitution. C'est Mm. une habitude que le général de Gaulle, créateur de la cinquième, a donnée quand même à tous ses successeurs. Il y avait la part Oui, du chef de l'État, toujours politique étrangère et armée. oui, mais d'ailleurs ça, en fait, vous avez raison de le dire. Sous De Gaulle, c'était naturel. Quand Michel Debré était Premier ministre, le Premier ministre conduisait la politique de la nation, la politique intérieure. Et le général de Gaulle disait oui, disait non. S'il était vraiment opposé à quelque chose, je suppose que ça s'arrangeait entre eux. Mais en attendant, Michel Debré a eu les coups des libres, les coups des franches pour faire ce qu'il voulait en politique. Tandis que le général d'abord s'occupait de la guerre d'Algérie, ce qui n'était pas commode, et ensuite a gardé le maintien de la politique étrangère de la France, et qui incarnait la politique étrangère de la France, donc les armées. Alors, ce qu'il y a de passionnant dans les septennats de François Mitterrand, c'est cette idée qu'il avait dès le départ, et beaucoup d'entre nous s'y sont trompés d'ailleurs, Mmh. de user le Parti communiste. Et il l'a usé. Il l'a quasiment fait disparaître. C'est quand même une réussite exceptionnelle. Oui, je sais pas si on peut les communistes trouvaient pas que c'était une réussite, mais de toute façon, Non, mais c'est la fin vrai. de l'histoire a prouvé que de toute façon, ils auraient disparu. Après l'échec, après l'écroulement De de l'Union l'Union soviétique, de soviétique. toute façon. Mais c'est vrai que les communistes remarquaient progressivement que leurs électeurs votaient dès le premier tour pour les candidats de François Mitterrand, ou dès le premier tour pour François Mitterrand lui-même. Et ça, c'est vrai que c'était une réussite. On s'est aperçu après, longtemps, on s'est dit, tiens, c'est un hasard. Et puis on s'est aperçu après, naturellement, que c'était déterminé, puisque à Vienne, à un congrès qui avait lieu devant les socialistes européens, François Mitterrand avait dit, mon but, c'est de manger, enfin, d'avaler le Parti communiste, ce qu'il a fait à un moment donné. Après, ça n'a pas duré. Les communistes ont repris leur liberté à partir de 1983 quand même. Oui, mais enfin, où sont les communistes aujourd'hui? Et l'artisan de cette quasi-disparition, c'est quand même François Mitterrand Ah, et personne d'autre. historiquement, vous avez raison, en politique française, mais encore une fois, la mort de l'Union soviétique Aider, a quand même aidé, oui, c'est le moins qu'on accélérer. puisse dire, accéléré. Et C'est même vrai, terminer le travail, si j'ose dire. c'est vrai. Mais enfin, il n'empêche que le travail au départ, Mm. les premiers Ouais. échafaudages sont toujours les plus forts, les plus difficiles à installer. Ben là, c'était très difficile parce que François Mitterrand pensait qu'il avait besoin de toute la gauche pour gagner. Mais à la fois, il pensait que si le Parti communiste était plus puissant, il n'avait aucune chance, lui.
Donc ça a été vraiment, vous voyez, une ouverture à tout le monde et en même temps une grande méfiance vis-à-vis des communistes. Mais de toute cette histoire, parce qu'on peut poursuivre, on n'a pas parlé Mmh. évidemment des restes, du reste, Mmh. si j'ose dire, pas des restes, du reste. C'est au fond, dans la cinquième, qui faut-il distinguer comme personnalité? De Gaulle Oh, et sûrement. François Mitterrand. C'est sans doute ce qui restera. C'est sans doute ce qui restera, dans l'histoire, mais enfin, heu, avec, oui, c'est vrai que l'alternance a été au bout de 23 ans incarnée par François Mitterrand. Maintenant après on parlera, peut-être de, la politique de la gauche par la suite, des 35 heures et cetera, qui ont peut-être du temps de travail qui a peut-être déstabilisé le pays. Ça on verra plus tard. Mais en attendant, sur les personnages, alors c'est un peu injuste pour les autres, hein, parce que Georges Pompidou a, a été un bon Premier ministre, mais malheureusement tué par, enfin vraiment La maladie, tué par la maladie presque tout de suite après son son élection. élection. Donc il n'a pas été le président de la République qu'il aurait pu être, en tout cas qu'on attendait. Bon. Sarkozy a réussi beaucoup de choses, Hollande aussi, ils en ont raté pas mal aussi, mais enfin, c'est vrai qu'il restera le général de Gaulle et François Mitterrand. Jacques Chirac ayant été un président important et sympathique pour les Français, mais encore une fois, ayant bénéficié d'une d'une véritable d'un amour des Français ou d'une certaine catégorie de Français. Je ne parle pas de la gauche évidemment, mais enfin autour de lui, et ça n'existe plus. Alors De Gaulle, Mitterrand, Chirac ont tous disparu. Dans ceux qui restent, quels ont été les duos que vous avez distingués? Alors, il y a eu après, on n'a pas parlé du duel numéro 4, hein, mais qui était en réalité un duel dans le même parti, qui était le duel Balladur-Chirac. Bon, Balladur-Chirac, c'est parce que Balladur et Jacques Chirac se sont présentés ensemble en divisant la majorité contre François Mitterrand en 88 que Jacques Chirac, qui a dominé Édouard Balladur, a pu être président de la République. Donc cette division-là a été à la fois mortelle pour Édouard Balladur, elle aurait pu être mortelle pour Chirac d'ailleurs, mais Dieu sait que ces deux-là ne se sont pas aimés. Alors après une première période où au contraire on a l'impression que Balladur était le mentor de Chirac, après on a eu l'impression que dès qu'il a été Premier ministre, il a laissé tomber Chirac qui voulait, qui avait soi-disant conclu avec lui un pacte, qui était Chirac se présenterait à la présidence de la République, tandis que Édouard Balladur resterait Premier ministre. En réalité, il n'y a jamais eu de pacte, ça Balladur me l'a dit et je le crois, et deux, euh, dans sa dans son cynisme habituel, son cynisme politique, Mitterrand avait bien fait les choses, puisque on sait maintenant, enfin, parce que Balladur me l'a dit, qu'en réalité, il avait contacté il avait fait contacter Édouard Balladur bien avant 88 pour lui dire, et bien avant 93, pour lui dire, si vous voulez être Premier ministre, c'est à vous. Et donc, il a au fond monté les deux hommes sans que les deux hommes le sachent. Michel, par rapport à tout ce que vous avez écrit, les personnages que vous avez rencontrés, avec lesquels vous avez travaillé en tant que journaliste, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vivre la fin de la Cinquième République? Oui, pour dire la vérité, j'ai l'impression que, cette cinquième qui avait l'air si solide est maintenant extraordinairement fragilisée, par plusieurs choses. Par le fait donc qu'il y ait plus de parti de gouvernement, c'est quand même embêtant que le Parti socialiste et les républicains soient réduits à la portion congrue, dans la mesure où ils existent pour les socialistes, parce que sinon ils sont adhérés par l'extrême gauche, et ne reste, au parlement que 2 forces antagonistes en principe, mais qui se retrouvent sur un certain point, c'est le populisme, et à gauche et à droite. Bon, ça pose déjà un problème. Ensuite, On est je, très loin de la cinquième, là. on est très loin de la cinquième. La cinquième n'a pas été faite pour ça. Euh, Elle était pour des partis de gouvernement qui pouvaient, avec, selon les règles acceptées par tous,
succéder, se compléter ou se combattre. Bon, ça, c'est tout à fait la vie normale de la démocratie. Là, on a l'impression quand même que ça, la fragilité du spectre politique est terrible. On a l'impression qu'on ne sait pas très bien quand même quelles sont les options du président. Et on ne peut pas dire que le dernier acte public qui est la dissolution ait amené la lumière sur ce qu'il voulait faire vraiment. Et donc, on est peut-être à un point de blocage où avec sans majorité, la Ve République ne peut pas fonctionner. Au fond, elle a fonctionné quand il y avait une majorité de gauche, elle a fonctionné quand il y avait une majorité de droite, mais là, elle est, pour le moment, j'espère pas durablement, mais je crois durablement, empêtrée dans une sorte de tragédie. C'est la tragédie de la Ve République. Et pour mettre un point final, on peut dire que Nicolas Sarkozy a raté l'union de la droite et que François Hollande a perdu le Parti socialiste. Oui, en grande partie parce qu'ils étaient divisés. François Hollande n'aurait sans doute pas perdu le Parti socialiste s'il n'y avait pas eu ceux qui le bloquaient, qui bloquaient toute action social-démocrate. Et c'est aussi le cas de Sarkozy si le centre ne l'avait pas accusé d'une dérive droitière. Et puis aujourd'hui, où c'est le centre qui est arrivé au pouvoir, ben, on s'est aperçu que le centre aussi se divise. Donc au fond, ne reste que des partis qui sont des conglomérats comme l'extrême gauche et la gauche, ou un parti plus implanté comme le Rassemblement national, qui reste maître du jeu. Et ben ça, c'est contraire à la Ve République. C'est ce qui vous reste à écrire.